À l'époque, je n'imaginais pas qu'une journée ordinaire à mon travail d'électricien se transformerait en la pire épreuve de ma vie. J'avais été engagé pour réparer une panne dans le câblage de secours de la Maison Blanche. Rien de spécial à première vue. Des centaines de fois, j'avais réparé des fils, changé des câbles, posé de nouvelles lignes. Il semblait que tout serait presque routinier, seulement plus responsable en raison du statut du bâtiment. Mais dès que j'ai franchi le seuil de ce célèbre bâtiment, je me suis rendu compte qu'il y avait une énergie différente à l'intérieur, qui n'était pas celle que j'avais l'habitude de ressentir en entrant dans des locaux ordinaires. Ce jour-là, je suis arrivé à la Maison Blanche au petit matin. Le soleil commençait à peine à lécher la ville de ses rayons. À l'entrée, on a vérifié, méticuleusement vérifié, mes papiers, ma carte d'identité, mon contrat. J'ai signé un grand nombre de documents supplémentaires, promettant de ne pas divulguer les schémas internes et de ne pas divulguer ne serait-ce que la mention de certains nœuds de communication. Un tel secret ne m'a pas surpris. La Maison Blanche est le cœur de l'État, le centre du pouvoir, le lieu où se prennent les grandes décisions. Je l'ai donc considéré comme une évidence. Pour m'accompagner, on m'a adjoint un petit employé que tout le monde appelait Monsieur Holt. Il ne parlait pas beaucoup, se contentant de noter quelque chose dans son carnet. Lorsque nous avons traversé les longs couloirs tapissés et atteint la salle technique, j'ai senti une odeur étrange, comme de la vieille pierre, de la poussière et un léger goût d'humidité. La Maison Blanche avait été reconstruite de nombreuses fois, mais les anciens donjons étaient hier restés en son cœur, comme la rumeur me l'avait dit. Je pensais qu'il s'agissait de légendes. Il s'avère que ce n'est pas le cas. Holt me conduisit au sous-sol où se trouvaient les tableaux électriques et me désigna le mur. C'est ici que nous réparons les surtensions. Il se peut que nous devions aller plus loin par la trappe d'évacuation pour examiner le câblage. J'ai acquiescé. Je n'ai pas encore ressenti d'alarme. Seul l'écho étouffé des pas dans la pièce sombre me dérangeait un peu. Habitué aux stations de métro et aux ateliers d'usines bruyants, je me suis soudain demandé ce qui pouvait bien se cacher dans les profondeurs historiques de la Maison Blanche. En entendant la question, Holt a reniflé d'un air morose et a dit « Rien d'extraordinaire. Sous-sol, pile de communication, tout est scellé. Mais s'il le faut, allez vérifier. » Puis il m'a dit qu'il m'attendrait à l'entrée, parce qu'il ne voulait pas descendre lui-même. C'était étrange, bien sûr, car j'étais censé être accompagné, mais j'ai simplement haussé les épaules. J'aurais pourtant dû me méfier. Pourquoi regardait-il autour de lui avec tant de nervosité? Comme s'il ne voulait pas descendre pour des raisons personnelles, mais je ne lui ai rien demandé. Dès que j'ai ouvert le lourd couvercle de fer de la trappe d'évacuation, une vague d'air vicié m'a envahi le visage. Ça sentait l'humidité, le renfermé et une légère énergie de renfermé qui a fait battre mon cœur à tout rompre. La trappe menait à un étroit escalier métallique. J'ai allumé ma lampe frontale, pris mes outils et commencé à descendre. Les premières de marche montraient encore des signes de réparation, des câbles modernes courant le long des murs. Mais après 10 ou 15 marches, j'ai vu que l'escalier s'enfonçait dans les profondeurs, non pas dans un tunnel en béton, comme d'habitude, mais dans quelque chose qui ressemblait à un ancien couloir avec des voûtes en pierre. La maçonnerie, fissurée par endroits, était recouverte d'une mousse sombre. J'avais l'impression d'être revenu plusieurs siècles en arrière, dans le donjon d'un château. Il ne pouvait s'agir d'un faux décor, tout semblait trop naturel. Il était clair que ces vieilles voûtes étaient cachées sous un bâtiment moderne. Je me suis dit, peut-être qu'en effet, lors de la construction ou de la reconstruction de la Maison Blanche, on a découvert d'anciens tunnels qui n'ont jamais été complètement comblés. Des légendes mystiques et des mystères associés au bâtiment me sont venus à l'esprit. En tant qu'électricien, je ne croyais certainement pas vos fantômes,
Mais après avoir parcouru les 10 premiers mètres du couloir, j'ai senti l'air s'épaissir. J'ai marché avec une torche, éclairant les murs et essayant de trouver la source des problèmes de câblage. Mais il n'y avait aucune trace des fils, disparus, comme s'ils n'avaient jamais été posés ici. Mais j'ai remarqué d'étranges symboles évidés sur les murs, quelque chose qui ressemble à des spirales entrelacées avec des motifs d'aigle et de queue de serpent. Il doit s'agir d'un ornement historique. Peut-être que l'un des anciens propriétaires pensait qu'il s'agissait d'un sanctuaire secret. Plusieurs fois, j'ai voulu faire demi-tour. Je sentais bien que je ne devais pas aller plus loin. Mais la curiosité a pris le dessus. Après tout, le câblage pouvait être encore plus profond, et ma tâche consistait à trouver le câble endommagé. En outre, j'étais déjà fasciné par cette découverte inattendue. Une partie de moi s'est dit « Je vais prendre une photo, puis j'en parlerai peut-être à mes collègues. » Une partie de moi pensait « Et s'il s'agissait d'une sorte de monument historique ?» Mais une vague inquiétude murmurait également « Attention, ces pierres ne sont pas silencieuses. » Un peu plus loin, j'ai trouvé une porte qui semblait plus récente que le couloir lui-même. Elle semblait avoir été installée pour le ménage, mais elle était verrouillée de l'intérieur. Lorsque je l'ai touchée, j'ai senti une légère vibration. C'était comme si quelque chose fonctionnait derrière la porte, une sorte de générateur ou de mécanisme. Il était clair que le système électrique avait été installé à cet endroit, probablement la chose même que je devais vérifier. J'ai tourné la poignée. Elle est verrouillée. J'allais retourner chercher M. Holt, mais j'ai décidé de frapper, pour voir si quelqu'un du service m'ouvrirait. Silence. J'ai juré à moitié. J'ai contourné la porte et j'ai vu un passage latéral par lequel je pouvais me faufiler. C'est ce que j'ai fait. Une fois de l'autre côté, j'ai failli trébucher sur une grande boîte portant la mention « confidentiel ». Une odeur de vieux papier s'échappait des fissures et, plus bas, un escalier étroit s'étendait. Pourrait-il être plus profond ? Me dis-je. Mais je n'avais aucun doute. Les problèmes de tension se trouvaient là. Au fur et à mesure que je m'enfonçais, je me suis rendu compte que je me trouvais dans un espace dont la plupart des gens ignorent probablement l'existence. Des éclairs de torches révélaient des arches, des colonnes, des panneaux ornés quelque part. À plusieurs reprises, je suis tombé sur des dalles de pierre, encastrées dans le sol, soulevées comme si elles avaient été inclinées. Sous une dalle, j'ai remarqué une niche creusée contenant des ossements. Un coup d'œil fugace m'a indiqué qu'il s'agissait de restes humains. J'ai reculé, manquant de faire tomber la lanterne. Que se passait-il ici ? Ma tête battait la chamade, mais le plus effrayant, c'est que sur certaines pierres, je pouvais voir des symboles modernes. À un endroit, j'ai clairement reconnu un sceau avec un aigle, très similaire à l'emblème présidentiel. Comment cela pouvait-il se trouver ici, dans le labyrinthe, tissé dans des motifs anciens ? En regardant de plus près, j'ai remarqué les dates dans le coin. 1801, 183, mais plus loin, l'inscription était effacée. L'un des premiers présidents connaissait-il l'existence de ces donjons et les avait-il agrandis en secret ? Le bourdonnement, qui ressemblait au fonctionnement d'instruments, s'intensifiait. J'entendais déjà un bruit régulier, comme celui d'un système de ventilation. Encouragé par l'idée qu'il pouvait y avoir des communications modernes, j'ai accéléré le pas. Les marches descendaient encore plus bas. Certaines semblaient taillées dans la roche. D'autres étaient en granit poli, comme si elles avaient été récemment rénovées. Sur les côtés, je pouvais voir des fils. Oui, ils s'étendaient définitivement le long du mur maintenant. Il y avait donc bien des lignes qui passaient ça par là, et il fallait que je les vérifie. En avançant prudemment, j'atteignis une large zone au centre de laquelle se trouvait une énorme porte en pierre. Sur celle-ci, comme dans un cauchemar, se trouvait une image du sceau du président, le même que celui utilisé sur les documents officiels. Je suis resté là, sans comprendre pourquoi quelqu'un
avait gravé l'emblème des plus hauts dirigeants du pays ici, dans les profondeurs d'un labyrinthe souterrain incompréhensible. Je peux facilement supposer qu'il s'agit d'une cachette secrète, mais alors, pourquoi des murs aussi anciens, avec des symboles dessus? L'odeur de l'Antiquité se mêle au bruit des appareils de haute technologie. La combinaison était exaspérante, et en m'agrippant à mon instrument, je sentais mes cheveux se dresser sur la tête. J'ai fait le tour de la porte avec ma torche, et j'ai vu une étrange entaille au centre, où l'on aurait dit qu'un sceau avait été apposé, pas seulement dessiné, mais en relief. Il y avait des fissures dans la pierre, comme si la porte avait été forcée de l'intérieur. Mais la porte semblait toujours fermée à clé. J'ai fait un pas de plus, et j'ai cru entendre un faible murmure venant de derrière la pierre. Je me suis figé. N'était-ce que moi? Ou quelqu'un parlait-il vraiment? En approchant mon oreille, j'ai reconnu des voix discrètes, mais aussi des sons d'origine mécanique, des pipis, des clics, un bourdonnement régulier. Une idée me traversa l'esprit. Y a-t-il un laboratoire là-dedans? Peut-être que les militaires, les scientifiques n'en font quelque chose? Mais alors, quel est le rapport avec ces symboles anciens? J'ai touché la porte, m'attendant à ce qu'elle soit froide, mais elle était légèrement chaude. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression d'être à deux doigts de découvrir un secret ancestral qui ne me servirait à rien. Les chuchotements à l'extérieur de la porte devenaient de plus en plus distincts, mais je n'arrivais pas à comprendre les mots. Je voulus reculer, mais soudain la porte s'ouvrit légèrement, faisant cliqueter la pierre. Je me figeai, incapable de bouger. Une faible lumière jaillia de l'étroite fente, jaune, artificielle, comme les ampoules électriques. J'ai éteint la lanterne avec effroi, ne voulant pas me trahir. J'avais peur de tomber sur un des gardes. Mais à la place des gardes, un nuage d'air chaud et humide s'est glissé derrière la porte, sentant l'antiseptique mélangé à quelque chose de métallique. Peut-être du sang? Je rapprochai mon regard de l'interstice. À l'intérieur, j'aperçus une chambre spacieuse, aux murs carrelés ou lambrissés. Il y avait vraiment du matériel, des écrans, des supports, des flacons en quelque sorte. Et au centre, j'ai vu quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Il y avait un corps, allongé sur un divan, ou une table d'opération, reliée par des fils aux appareils, avec des tubes dans les veines ou les vaisseaux. J'ai reconnu les contours d'une silhouette humaine. Des personnes en blouse blanche s'agitaient. Elles marmonnaient, notaient l'âme des relevés. Il y avait des instruments médicaux sur une table. L'un des scientifiques a dit, clairement, à voix basse, « Le pouls est faible mais stable. Activité cérébrale. Signe de retour. » Un autre a répondu, « Assurez-vous que les changements de discours ne sont pas retardés. Si le président... » Puis ils sont passés au chuchotement et je n'ai pas pu entendre. « Président? Qu'est-ce que cela veut dire ?» En m'approchant un peu, j'ai éclairé l'espace avec mon téléphone en mode basse lumière. Je voulais prendre des images. C'est alors que mes yeux ont failli sortir de ma tête. Le visage de l'homme allongé là n'avait plus sa couleur habituelle, presque cireuse. Ses cheveux s'étaient un peu clairsemés et il y avait une cicatrice sur son front, comme si elle avait été taillée dans son crâne. Mais les traits du visage sont semblables à... Non, ce n'est pas possible. Mais un nom m'est venu à l'esprit, John Fitzgerald Kennedy, le même président qui, selon les archives officielles, a été assassiné il y a des décennies à Dallas. Je n'en voyais pas mes yeux. Le corps était là, relié à des instruments, et des scientifiques s'affairaient autour de lui. Ou s'agissait-il d'une farce? Soudain, la silhouette sur la table allait trembler. J'ai vu l'un des scientifiques crier « On monte d'un cran, pourcentage des fonctions vitales sous contrôle ». Un léger gémissement, tout à fait humain, s'est élevé du corps. J'ai failli crier. Cela signifiait que la personne qui se trouvait là n'était pas un simple moulage. Il ou elle
était vivant hier. Les légendes de certaines sectes, essayant de ressusciter Kennedy, me sont venues à l'esprit, mais tout cela semblait absurde. Mais j'ai vu de mes propres yeux, peut-être ces gens menaient-ils des expériences scientifiques et occultes. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était passer inaperçu, appeler à l'aide, ou au moins me cacher. Mais le destin en a voulu autrement. L'un des scientifiques s'est soudain tourné vers la porte. Voyant que la porte était entr'ouverte, il a jeté un regard suspicieux. J'ai voulu reculer, mais mon pied s'est accroché au rebord et j'ai trébuché. Un éclat de pierre s'est détaché du mur et a roulé sur le sol en s'entrechoquant. Le bruit a résonné. Le scientifique s'est immédiatement précipité vers la porte et l'a ouverte. Plusieurs visages masqués me dévisagèrent à la lumière des lampes. Mon cœur a failli lâcher sous l'effet de l'horreur. Je me suis redressé, tenant l'instrument dans mes mains comme une arme inutile. Un scientifique, grand, aux traits acérés, me dit d'un ton sévère « Que faites-vous ici ?» J'ai essayé de trouver une excuse, comme si je cherchais un câble endommagé, mais les mots se sont perdus. Les deux autres se sont précipités vers moi et m'ont attrapé les bras. Je me suis mis à crier « Je suis un accident, je suis un agent d'entretien ». Mais en réponse, j'ai reçu une forte poussée contre le mur. Un métal froid s'est pressé contre mon cou. Un pistolet ou une seringue tranquillisante? Sous l'effet du choc initial, je me suis dégagé. Je n'ai rien vu, les câbles. Et pourtant, je me suis rendu compte qu'il était peu probable qu'on me relâche. Il me regardait, essayant de trouver un moyen de colmater la fuite. Soudain, une voix calme mais autoritaire s'est fait entendre. « Amenez-le ici. » Lorsque je me suis retourné, j'ai vu un autre homme en blanc, apparemment plus responsable que les autres, s'éloigner du canapé. Son visage était caché par des lunettes et ses cheveux gris étaient coiffés en arrière. Il m'a fait signe de m'approcher de la table. On m'a fait entrer de force dans la pièce. Je me trouvais alors, littéralement, à quelques kilomètres de ce que l'on appelait le corps de Kennedy. De près, la vue des points de suture en nid d'abeilles sur sa poitrine et sa tête semblait cauchemardesque, comme s'il avait été ouvert et recousu à plusieurs reprises. Les instruments qui bipent en même temps que les faibles battements du cœur confirment qu'il ne s'agit pas d'un cadavre. Je pouvais voir des mouvements sous les côtes. La cage thoracique se soulevait. C'est incroyable. Le scientifique responsable s'est tourné vers moi et m'a jeté un regard. Vous n'étiez pas censé voir, bien sûr, mais puisque vous l'avez vu, quel était votre nom? Je suis électricien. J'ai été engagé pour vérifier la surcharge. Je suis juste. Je vois, vous êtes allé là où d'autres n'osent pas aller. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous laisse partir tranquillement. J'ai frissonné. Ces gens sont capables de tout. Mais il s'est passé quelque chose qui les a distraits un instant. Le corps de Kennedy siffle plus fort. Ses doigts tremblent. Ses yeux s'entr'ouvrent. L'un des scientifiques expire. Il sort à nouveau du coma. Le chef s'est précipité sur l'appareil et a dit aux autres de s'occuper du patient. J'ai donc été libéré quelques secondes et j'ai reculé d'un pas. Mais il n'y avait nulle part où fuir. 2 hommes armés se trouvaient derrière moi. Je ne pouvais que les regarder s'agiter, essayant de maintenir cet homme ou ce demi-corps en vie. J'ai entendu des bribes de phrases. Les impulsions cérébrales ont été rétablies. La parole, peut-il parler? Activation trop précoce, instabilité accrue. Le plus important est que l'expérience n'échoue pas. Ordre présidentiel. Des ordres présidentiels? Donc quelqu'un du gouvernement est au courant. C'est dingue, cela confirme une intuition. Le labyrinthe sous la Maison-Blanche fait partie d'un programme secret, où Kennedy, officiellement déclaré mort, est nourri et peut-être qu'une renaissance était prévue. Alors que j'essayais de réaliser ce que j'avais sous les yeux, Kennedy
a ouvert les yeux. Lentement, en levant le regard, il a regardé dans ma direction. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. Ses yeux étaient troubles, mais il y avait une lueur de réalisation. Ses lèvres ont tressailli, comme s'il voulait dire quelque chose, mais tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est un croassement. Les scientifiques lui avaient vomi un tube dans la bouche, apparemment pour l'oxygéner. Je frissonnais, voir si vivant ou à moitié vivant, un personnage légendaire qui, comme l'histoire et le monde entier l'avaient suggéré, avait été enterré depuis longtemps, me paraissait illusoire. Le scientifique en chef s'est tourné vers moi. « Vous réalisez maintenant, dit-il d'une voix glaciale, l'importance de notre projet. Le président aimerait remettre en service l'esprit de Kennedy, ses idées, ses subtilités. Nous entretenons le corps depuis des décennies, à l'aide de techniques avancées. On parle d'accord avec des forces inconnues. Mais tout cela pour le bien du pays. Vous êtes un patriote, n'est-ce pas? Je ne savais pas quoi dire. J'étais déchiré par l'horreur et le dégoût. Allô, laissez-les me laisser partir. Je ne dirai rien à personne. J'ai murmuré. Mais une froide détermination brillait dans les yeux du scientifique. Je doute qu'il soit possible de vous laisser partir. Soit vous rejoignez notre secret et vous jurez de garder le silence, soit, vous savez, je me suis rendu compte qu'il allait être extrêmement difficile de s'en sortir vivant. Mais il y a eu un nouveau souffle d'air provenant d'un outil pneumatique ou quelque chose comme ça derrière moi, et j'ai profité de la brève confusion pour me précipiter vers la porte. Le garde a essayé de m'attraper, mais je l'ai frappé au poignet avec la torche. Il a lâché son arme, et sans réfléchir, j'ai attrapé son pistolet, ou ce qui ressemblait à un canon paralysant, et je l'ai pointé sur le côté. Le deuxième garde a sauté vers moi, et nous sommes deux tombés par terre. Mais j'ai instinctivement appuyé sur la gâchette. Un coup de feu étouffé a retenti, et le premier s'est effondré, recevant une charge dans l'estomac. Je ne sais pas si c'était fatal, je ne voulais pas tuer, mais la peur a fait son œuvre. Les scientifiques ont crié, certains se sont précipités vers la console, d'autres vers le téléphone. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru dans le couloir. Mes pensées étaient paniquées. « Il faut courir, ils vont m'encercler, ils vont me tuer !» J'ai entendu des cris derrière moi, j'ai cru que le corps de Kennedy gémissait plus fort, et les instruments ont émis des bips, avertissant d'un dysfonctionnement. Ma torche n'éclairait que les premiers mètres du couloir. Je me souvenais du chemin, mais le labyrinthe pouvait me jouer des tours. J'ai couru dans des passages étroits, en faisant des boucles entre les arches. Mon dos brûle de sueur froide. Les pas des poursuivants résonnaient dans le passage. Quelques coups de feu ricochèrent sur une pierre quelque part sur le côté. Je savais qu'il pouvait avoir des hommes dans d'autres couloirs, et que mes chances étaient minces. Mais j'ai continué à avancer, en espérant pouvoir me souvenir, car je suis venu ici il n'y a pas si longtemps. L'atmosphère changeait. Soudain, j'ai vu des éclairs rouges de lampes de secours, comme si une alarme s'était déclenchée quelque part. Les murs se mirent à trembler dans le hurlement d'une sirène. Avaient-ils activé le système de verrouillage? Ils étaient peut-être en train de fermer toutes les issues, et je serais pris au piège. J'ai couru, j'ai sauté par-dessus de vieilles caisses, je suis tombé, je me suis cassé le coude. Mais je me suis relevé et j'ai continué à courir, sans ressentir de douleur. Une voix rauque se fait entendre derrière moi. « Il est là! Vite !» Et une nouvelle volée de coups de feu. Des éclats de pierre jaillissent à mes pieds. Maudissant tout, je trouvai la trappe latérale par laquelle j'étais entré. Elle semblait être la porte qui m'avait conduit à l'intérieur. Aspirant de l'air avec ma bouche, je poussai la porte. Elle céda. Derrière, un couloir familier. Je grimpe, m'accrochant aux pierres de froide. Le sang bat dans mes tempes. J'aperçois une échelle de fer au sommet.
J'ai grimpé, espérant qu'elle mènerait à la même trappe que celle par laquelle j'étais descendu. Oui, elle était là, une trappe métallique, entr'ouverte. Je m'y suis engouffré. Il ne me restait plus qu'à grimper quelques de mètres, et je me retrouvais dans les sous-sols de la Maison Blanche. Mais dès que je suis sorti, j'ai entendu, par-dessus les sirènes, des bruits de voix, des gens qui couraient. On dirait que l'alarme a atteint les niveaux supérieurs. Peut-être me cherchait-il déjà. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas le choix. J'ai couru jusqu'à la pièce du sous-sol où j'avais laissé M. Holt, mais il était introuvable. Il y avait plusieurs autres hommes en uniforme avec des mitraillettes et ils attendaient, manifestement. Quand l'un d'eux m'a vu, il a dit « Stop !» J'ai tiré en avant et, à ma grande surprise, l'arme n'a émis qu'un sifflement discret. Peut-être n'avait-elle plus de munitions. Les soldats se sont précipités sur moi. J'ai fait demi-tour et je me suis engouffré dans un autre passage. Par miracle, j'ai réussi à esquiver. Ils m'ont perdu de vue pendant 1 seconde. J'ai refermé la porte derrière moi et j'ai continué à courir dans le couloir qui, d'après les panneaux, menait au bloc des cuisines. J'ai traversé les locaux techniques et j'ai débouché sur une sorte d'entrepôt alimentaire. Il y avait des caisses mais tout autour, à l'ombre. Je ne sentais plus mes jambes à cause de la fatigue et de la peur. Mais il fallait que je bouge, sinon c'était la fin. De nouveau des pas, une voix. Je me suis caché derrière une étagère de céréales en essayant de retenir mon souffle. Quelques soldats sont passés en trombe sans me remarquer. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je trouve un moyen de sortir. Mais la Maison Blanche est un lieu gardé 24 heures sur 24. Sauter par la fenêtre, c'est peut-être le chemin de la mort. Je me suis souvenu du plan du bâtiment que j'avais vu plus tôt dans la journée. Je pouvais passer par l'un des couloirs de service pour atteindre la porte extérieure, menant à l'arrière-cour, près du parking. Mais ce n'est pas facile. Il y a des soldats et des caméras partout. Et je suis hors de moi, dans des vêtements ensanglantés, avec un pistolet sans munitions. Mais je n'ai pas d'autre issue. Je suis sorti lentement de l'entrepôt et j'ai emprunté le couloir de gauche, en m'orientant grâce au panneau. J'ai vu le passage vers les escaliers de service s'ouvrir devant moi, mais il n'y avait qu'un seul garde en service. Feignant d'être un employé fuyant l'alarme, je me suis approché, mais il avait déjà pointé son arme sur moi. Il devait avoir une description. Je n'eus d'autre idée que de jeter à ses pieds une caisse qui se trouvait contre le mur. Il tressaillit et tomba, et je me glissai au coin de la rue. Des coups d'arme de feu retentirent derrière moi. Les balles se sifflaient, les éclats volaient. C'est un miracle que je n'ai pas été touché. Je suis arrivé à un escalier étroit et j'ai grimpé quelques étages. De là, j'ai pu voir une ouverture par laquelle la lumière du jour brillait. La partie terrestre était donc déjà là. Lorsque j'ai entendu des cris derrière moi, j'ai su que je devais être plus rapide. Et en effet, en me glissant par cette ouverture, je me suis retrouvé dans l'aile latérale où était creusée la porte menant à la sortie de secours. Mais la porte était verrouillée par un code. Je m'en fiche, je n'ai pas le temps. J'ai attrapé un lourd extincteur sur le mur et j'ai commencé à frapper sur le panneau du code. Étincelle, crépitement, court-circuit. La porte s'est ouverte avec un déclic. Je suis littéralement tombé à l'extérieur et j'ai respiré l'air frais. La cour de la Maison Blanche était déserte, probablement à cause de l'alarme interne. On aperçoit au loin quelques employés qui courent avec des radios. Je n'ai pas hésité à me précipiter vers le parking en essayant de rester hors de vue. Un policier m'a repéré et a crié « Ne bougez plus !» Mais j'ai sauté par-dessus un parterre de fleurs. J'ai failli tomber. Je me suis relevé et j'ai continué à courir. Quelque part derrière moi, il y a eu un bruit, quelque chose comme « Attrapez-le !» Une sirène hurlait également dans la rue. Lorsque j'ai atteint la clôture, je l'ai escaladée en m'écorchant les paumes. J'ai vu 2 hommes courir vers moi, armés de fusils automatiques. J'ai sauté par-dessus les buissons
J'ai grimpé sur le trottoir et j'ai aperçu une voiture garée à l'extérieur. Je n'ai pas vu le conducteur à l'intérieur. Rapidement, me disant que c'était ma seule chance, j'ai tiré sur la poignée. Elle est verrouillée. Merde! Je me retourne. À 20 mètres, des soldats crient, lèvent leurs fusils. Je me suis caché derrière la voiture. Puis, j'ai vu une voiture de police s'arrêter à côté. Le conducteur est sorti une seconde. Il parlait au téléphone. Je me suis précipité, je me suis glissé sur la banquette arrière et j'ai claqué la portière. Le conducteur s'était retourné. Qui? Quoi? Mais il était trop tard. J'ai poussé un pistolet vide dans sa direction. Il ne savait pas qu'il était déchargé. J'ai crié « Roulez! Roule !» Il a appuyé sur l'accélérateur par peur et la voiture a démarré en trombe. Les soldats se sont précipités sur la route, essayant de tirer, mais ils avaient peur d'endommager les leurs. Nous sommes donc sortis de la cour et nous nous sommes précipités sur la route. Le conducteur, assommé, ne savait pas ce qui se passait. Après quelques pâtés de maison, je lui ai dit de s'arrêter, j'ai sauté et j'ai filé à travers les cours. Caché dans une ruelle, j'essayais frénétiquement de reprendre mes esprits. Ce que j'avais vu dans les cachots me semblait délirant, mais je sentais clairement mes vêtements trempés de sueur et tachés de sang, celui de quelqu'un d'autre. Le fait d'être en vie me réchauffait-il l'esprit? Un peu seulement. J'ai compris que j'allais être traqué par tous les services. J'avais dérangé le plus grand des secrets. Les phrases résonnent encore dans ma tête. Kennedy, il est vivant. Continuez les fonctions. Comment était-ce possible? J'ai erré dans la ville pendant quelques heures, essayant de ne pas aller dans les zones éclairées, évitant les caméras. Finalement, j'ai trouvé une chambre d'hôtel bon marché que j'ai louée sous un faux nom, car personne n'exigeait de papier aux particuliers. À la première occasion, j'ai allumé mon ordinateur portable, à la maison, pour essayer de taper, de raconter au monde. Mais je me suis vite rendu compte que l'on pouvait me retrouver sur Internet. Et qu'allais-je écrire? Kennedy vivant, relié à des appareils? Cela ressemble à une folle théorie du complot. 24 heures plus tard, une connaissance que j'avais appelée d'une machine de rue, en utilisant des indices de code, s'est glissée chez moi. Je lui faisais à moitié confiance, mais je devais au moins en parler à quelqu'un. Il m'a regardé comme si j'étais possédé lorsque je lui ai parlé du labyrinthe souterrain, de la porte en pierre, du sceau présidentiel, des scientifiques et de l'électrocution du corps de Kennedy pour tenter de le ranimer. Il avait des doutes, bien sûr, mais en voyant mon état d'esprit, il a compris que je n'inventais rien. J'ai expliqué. Voulait-il ressusciter le vieux président ou ses connaissances? Probablement en train de mener un projet quelconque, en entretenant un corps mutilé. Et tout cela se trouve littéralement sous les pieds de la Maison Blanche. Mon ami m'a aidé à acheter de nouveaux vêtements. Il a soigné ma blessure au bras. Je ne savais plus quoi faire. Officiellement, je suis un criminel pour intrusion. Essayez de le dire à la presse, mais personne ne le croirait probablement, et les services de sécurité s'empresseraient de bloquer toute fuite. De même, je peux être capturé à tout moment. Peut-être serait-il plus facile de fuir le pays, mais le souvenir du visage tordu sur la table d'opération ne me laissait pas en paix. Les mi-rêves me hantaient. Kennedy apparaissait, essayant de dire quelque chose, mais sa langue se décomposait. Et tout autour, des symboles étranges sur les murs, des images anciennes. Je me suis réveillé avec des sueurs froides, sentant que ce cauchemar allait durer jusqu'à la fin de mes jours. Une semaine plus tard, j'ai été retrouvé. Un soir, en rentrant à l'hôtel, j'ai vu la porte entr'ouverte. À l'intérieur se trouvaient 2 hommes en costume, dont l'un portait un pistolet sous sa veste, tandis que l'autre me demandait de m'asseoir et d'écouter. J'ai compris que j'étais pris. Ils m'ont expliqué sans trop d'émotion qu'ils savaient où j'étais, ce que j'avais vu, et m'ont proposé de coopérer. Ils m'ont dit
Si vous le dites à quelqu'un, nous vous expliquerons que vous êtes un criminel et, si nécessaire, nous vous liquiderons. En clair, si vous vous taisez, vous vivrez. » Il n'y avait aucun doute dans leurs yeux froids. Ils étaient prêts à tout. J'ai voulu protester, mais j'ai compris qu'ils ne me traiteraient fort pas longtemps avec cérémonie. Ils m'ont prévenu qu'ils avaient de bonnes relations et qu'ils empêcheraient toute tentative de divulgation. « Le projet est trop important. Pas pour vos oreilles, » a dit l'un d'eux. J'ai deviné qu'il s'agissait du projet de lien Renaissance de Kennedy. Mais pourquoi? Peut-être s'agit-il de consulter le grand esprit du passé, parce que ses idées sur la politique, les relations avec les autres pays, c'est effrayant à imaginer. À la fin de la conversation, on m'a forcé à signer une sorte de document de non-divulgation. J'ai résisté, mais la bouche d'un pistolet pointé sur ma tête m'a convaincu. Puis, ils ont disparu, me laissant hystérique. J'ai réalisé que je pouvais être emmené à tout moment, ou que je pouvais être autorisé à vivre si je restais silencieuse. Mais pouvais-je vivre en sachant que cette expérience se déroulait dans les caves? Pendant un certain temps, j'ai fait semblant de me soumettre, mais à l'intérieur de moi, il y avait une détermination à faire quelque chose. Bientôt, je me suis échappé de l'hôtel, réalisant que j'étais suivi. Je devais changer d'endroit tous les 2 jours. Comme un animal traqué, j'ai commencé à me cacher dans les caves d'autres personnes, changeant de téléphone, craignant de passer un appel. L'idée de voyager loin, dans un autre pays, me traversait l'esprit. Mais aurais-je assez d'argent et à quoi cela servirait-il? Les mois ont passé. La presse était restée silencieuse, ce qui est incompréhensible. Il y avait des réunions et des visites à la Maison-Blanche, comme toujours. Se pourrait-il que sous les pieds du chef d'État batte le cœur artificiellement soutenu de John Kennedy? L'idée paraissait folle, mais je la voyais. Je ne suis ni un saint, ni un amateur de sensations, juste un pauvre électricien pris dans un cauchemar. J'ai écrit anonymement dans divers coins de l'Internet, mais j'ai été immédiatement accusé d'inventer, d'être un imposteur, d'être ridiculisé. Et si quelqu'un me croyait, ce n'était de toute façon pas une grande nouvelle. Mon sommeil s'est transformé en une série de cauchemars. J'ai rêvé que Kennedy se réveillait, qu'il tendait les bras vers moi en sanglotant, et que je ne pouvais pas l'aider. Ou bien je rêvais que son corps était enchaîné, entouré de runes anciennes, et que le symbole présidentiel pulsait sur les murs, réveillant quelque chose de sombre. Je me réveillais en sueur et me rendais compte que je n'étais pas prête à garder ce secret. Mais tout acte de divulgation me tuerait. J'ai commencé à boire pour endormir la douleur qui m'habitait. Parfois, j'errais dans les rues, regardant les fenêtres des bureaux. Il y a tout autour des secrets que les mortels feraient mieux d'ignorer. Et chaque fois qu'ils voyaient le président actuel à la télévision, ils se demandaient « Est-ce qu'il sait ?» Après tout, le sceau est des présidentielles. Peut-être s'agit-il d'une affaire multigénérationnelle? Ou bien Kennedy avait-il des connaissances qui sont nécessaires aujourd'hui? Un jour, complètement désespéré, j'ai décidé de faire un pas de géant, pénétrer à nouveau dans le donjon et obtenir des preuves évidentes, des photos, des vidéos, des échantillons. Je savais que les chances étaient minces, mais sinon, ce secret allait m'enterrer. Je voulais peut-être mourir, mais en faisant cela, je voulais faire éclater la vérité. J'avais beau y réfléchir, je ne voyais pas d'autre solution. Je me suis caché près de la Maison-Blanche la nuit, en surveillant les gardes, en surveillant les itinéraires. Je me suis rendu compte que les précautions avaient été renforcées après mon évasion. Mais j'avais un plan, me faufiler dans le parc voisin, percer un trou d'homme à l'endroit où passent les câbles. Cela semble fantastique, mais en désespoir de cause, j'ai décidé de le faire. J'ai passé plusieurs soirées à préparer des outils, en choisissant le moment où il y avait le moins de patrouilles. Lorsque la brèche a ouvert la première fissure dans le mur de la vieille cave, j'ai senti le temps filer. Dès que j'ai atteint l'intérieur,
J'ai entendu des pas. J'ai baissé la lumière et je suis entré sans bruit. Il y avait une odeur d'humidité. Oui, c'était bien le labyrinthe. Mon cœur s'est serré et j'ai voulu courir, mais j'ai continué à avancer en me disant « Si j'ai de la chance, je verrai le laboratoire ». Soudain, je me suis rendu compte que j'avais la gorge sèche. Était-ce dû à mon courage ou à ma stupidité? J'ai erré dans les couloirs, en essayant de rester dans l'obscurité. J'ai vu des ombres plusieurs fois, des gens qui se promenaient quelque part. Ils étaient peut-être plus nombreux. Mais soit je m'amusais bien, soit ils n'ont pas pensé que quelqu'un avait osé revenir. Enfin, j'ai trouvé cette plateforme avec la porte en pierre ornée d'un sceau. Mais, horreur, la porte était grande ouverte. À l'intérieur, la lumière rouge des lampes de secours pulsait. Y avait-il encore un problème à l'intérieur? Je me suis glissé dans la pièce. Ce que j'ai vu est resté à jamais gravé dans ma mémoire. L'équipement était partiellement éteint. Les fils produisaient des étincelles. Plusieurs corps de scientifiques gisaient sur le sol, immobiles, dans des mares de sang. L'un d'eux avait une expression d'horreur et de douleur sur le visage, les yeux ouverts. Des étagères de médical se sont renversées, des flacons ont volé en éclats, et sur la table d'opération, il n'y avait plus de Kennedy, juste des sangles vides, ensanglantées. Alors, s'était-il libéré? Ou avait-il été déplacé? Je tremblais de peur, car je n'entendais ni couteau de feu, ni cris. Soudain, des pas traînants se sont fait entendre derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu une créature qui ressemblait à un homme, mais avec un visage déformé, des mèches grises, un crâne entrouvert. Ce n'était pas naturel. On aurait dit que ce corps marchait tout seul, en trébuchant et en gémissant. J'ai compris qu'il s'agissait du Kennedy, un spectacle terrible. Ses yeux étaient pleins de misère, ses lèvres bougeaient, essayant de dire les mots. Je ne sais pas quoi faire. Je saisis mon téléphone, désireux de filmer. Mais au même moment, il s'est élancé vers moi, m'attrapant par la manche. Sa force était effrayante. Je suis plaqué contre le mur. Son visage était à côté de moi, la bouche entr'ouverte, émettant un gémissement inhumain. Je sentais la mort, la pourriture. Il était déchiré par la rage, comme s'il ne se rendait pas compte de ce que j'étais. Peut-être n'était-il qu'une bête, poussée par un instinct fou. J'ai crié, j'ai poussé en arrière, je l'ai libéré de son emprise. Il s'est effondré, heurtant l'appareil qui s'est brisé. Des étincelles crépitèrent. La créature eut un soubresaut convulsif et se figea. Elle semblait frappée par une décharge électrique. J'ai eu le souffle coupé. Je voyais le corps se contracter encore. Quelque part derrière moi, un signal retentit. On aurait dit que quelqu'un avait entendu le bruit. J'ai lutté pour bouger mes jambes et je me suis approché pour voir s'il était vivant. Mais le corps ne bougeait plus. Les yeux étaient figés par l'angoisse. C'était comme si ce grand esprit, s'il était bien revenu à la vie, s'était à nouveau évanoui. Mais des jambes m'ont lâché. J'ai compris que je l'avais peut-être tué sans le vouloir. Larmes, désespoir, tout se mélange. J'entends déjà des voix au loin. L'heure tourne, je dois partir. Depuis, je ne sais pas ce qu'il est advenu du laboratoire. Pris de panique, je me suis enfui par un passage à l'autre bout de la pièce, dans une enfilade de couloirs. À en juger par le fait que quelqu'un avait détruit l'équipement et tué les scientifiques, peut-être que cette vie de Kennedy était devenue trop dangereuse pour quelqu'un. Ou alors, c'est lui-même qui s'est réveillé, s'est libéré et les a attaqués avec frénésie. Il est effrayant d'essayer d'expliquer la logique de tels événements. J'ai couru jusqu'à ce que j'arrive à la même brèche que j'avais faite. J'ai rampé dans la nuit froide, me brisant les bras, me cassant les genoux. Mais j'ai quitté la Maison Blanche cette fois-ci sans être poursuivi. Apparemment, ils étaient eux-mêmes occupés par le chaos interne. Lorsque je suis retourné au refuge, je n'ai pas pu reprendre mes esprits pendant plusieurs jours. Je me suis rendu compte d'une chose.
Ce que j'avais vu brisait définitivement la possibilité de croire en un monde stable. La logique des faits historiques s'est effondrée, la confiance dans les autorités s'est effondrée. Pendant un certain temps, je n'ai mangé que des miettes de pain et j'ai évité les dérues. Plus tard, j'ai suivi tranquillement les informations. Aucune information sur les événements. Apparemment, tout avait été dissimulé. Ils auraient mal pu mettre cela sur le compte d'une fuite d'urgence ou d'une panne d'électricité. Et le Kennedy, s'il vivait vraiment ses derniers jours dans ce donjon, était probablement mort ou ses restes détruits. Je n'ai pas été soulagé. Je suis conscient de ce cauchemar, mais je ne peux en parler à personne. Il rirait ou me détruirait. J'ai essayé de poster dans des coins anonymes du net. Dans le labyrinthe sous la Maison Blanche se trouve le corps de Kennedy, animé par des scientifiques. J'ai reçu une montagne de moqueries, de menaces, de blocages, et je n'ai pas de vidéo. La première fois, je n'ai pris que quelques de vagues photos dans la fente. Mais mon téléphone m'a été retiré lorsque j'ai été arrêté. Et la deuxième fois, je n'ai pas eu le temps de prendre des photos. Mon histoire n'a pas été corroborée, comme tout ce qui se passe dans les creepypastas qui ne sont généralement pas crus. Mais je jure que je l'ai vu.